Pendant des années, ma vie a été une toile monochrome, peinte dans les nuances épaisses et apaisantes du silence. Un silence total, oppressant parfois, mais plus souvent, une couverture douillette qui m'isolait du vacarme du monde. J'avais 35 ans quand ma surdité s'est installée, progressive d'abord, puis totale, comme une porte qui claque définitivement derrière vous, vous laissant seul dans une pièce au mur capitonné. J'avais 45 ans quand le monde a recommencé à faire du bruit, quand la porte s'est rouverte, pas en grand fracas, mais avec un grincement presque imperceptible qui a déchiré des années de quiétude forcée. Je vivais à l'époque dans une petite ville de province, nichée entre des collines verdoyantes et une rivière paresseuse, un endroit où les jours s'étiraient avec la lenteur des siestes d'après-midi. Ma maison, une bâtisse en pierre avec un jardin toujours un peu en friche, était l'endroit où je naviguais, mes sens aiguisés par des années de privation. Mes yeux, mes mains, mon odorat étaient devenus mes oreilles, me permettant de percevoir les vibrations du sol, les expressions fuyantes sur les visages, le murmure du vent dans les feuilles que je ne pouvais qu'imaginer. Je savais que les cigales chantaient l'été, je savais que mes enfants riaient aux éclats, je savais que Sarah, ma femme, avait cette façon particulière de soupirer quand elle était fatiguée, mais tout cela, je le devinais, je le lisais, je le ressentais, sans jamais l'entendre. Ma routine était une danse silencieuse, chaque mouvement prévisible, chaque interaction un ballet de regards et de gestes appris. J'étais un homme ordinaire, un ancien charpentier dont les mains avaient continué à parler le langage du bois, même quand ma voix s'était tue. Ma surdité, je l'avais apprivoisée, elle faisait partie de moi, comme une cicatrice ancienne mais profondément ancrée. Elle m'avait transformé, m'avait rendu plus observateur, plus patient, pensais-je. Et puis, un matin, alors que j'étais allongé dans mon lit, le soleil traçant déjà des motifs géométriques sur les murs de la chambre, quelque chose a changé. Un infime, presque imperceptible, cliquetis. Le tic-tac de la vieille horloge du couloir. Le même tic-tac que j'avais ignoré pendant une décennie, un bruit que j'avais complètement oublié, qui était devenu une abstraction lointaine. Un coup de tonnerre dans mon monde feutré. Mon cœur s'est emballé, un tambour furieux dans ma poitrine. J'ai respiré un grand coup, retenant mon souffle comme si un mouvement brusque pouvait faire s'évanouir cette étrange sensation. Ce n'était pas un simple bruit, c'était une intrusion, une violation de mon sanctuaire intérieur. J'ai plissé les yeux, essayant de localiser la source, comme si ma surdité n'était qu'un brouillard que je pouvais dissiper par la force de ma volonté. J'ai tendu l'oreille, une habitude que j'avais perdue, un geste devenu absurde. Et là, de nouveau, le tic-tac, clair, distinct, presque insolent. J'ai eu l'impression que mes tympans, endormis depuis si longtemps, se réveillaient avec une douleur aiguë, comme des muscles atrophiés qu'on forcerait à se contracter soudainement. Les jours suivants furent une cacophonie douloureuse. Les sons me sont revenus par vagues, d'abord faibles et distordus, puis de plus en plus nets, de plus en plus agressifs. Le chant des oiseaux dehors, le froissement des draps, le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine, le crépitement du pain dans le grille-pain. Chaque bruit était un choc, une agression sensorielle. J'avais l'impression que mon cerveau était une éponge asséchée qu'on plongeait soudainement dans un océan de stimuli, trop nombreux, trop intenses. Les voix. Oh, les voix. La première que j'ai entendue, c'était celle de Sarah. Elle était dans la cuisine, parlait à quelqu'un au téléphone. Ses intonations, les inflexions de sa voix que je n'avais fait qu'imaginer par la lecture de ses lèvres, prenaient maintenant une nouvelle dimension. Une dimension vibrante, pleine de nuances que mes yeux n'avaient jamais pu déceler. Elle riait. Un rire que j'avais vu 1000 fois, mais que je n'avais jamais entendu astérisque. C'était un son cristallin, léger, presque aérien, mais teinté d'une pointe d'amertume que je n'avais jamais perçue auparavant. Mon cœur s'est serré. Connais-tu ce sentiment où une chose que tu croyais connaître intimement te révèle soudain un visage étranger? C'était exactement ça. Pourquoi ne pas leur dire? Cette question, je l'ai ressassée pendant des heures, des jours. Une peur viscérale, presque animale, me tenait en otage. La peur de l'inconnu, d'abord. Pendant des années, ma surdité avait défini mes relations, mon rôle au sein de ma famille, ma place dans la société. Sarah était devenue ma voix, mon interprète, ma protectrice. Nos enfants, malgré leur jeune âge, avaient appris à communiquer avec moi d'une manière qui leur était propre, des gestes, des expressions claires, une patience infinie. J'étais le père sourd, le mari sourd. Ce rôle, je l'avais endossé, je l'avais fait mien. Soudain, le retirer, c'était bouleverser tout un équilibre. Qu'est-ce que je deviendrais si je n'étais plus le sourd?
J'étais aussi submergé par une curiosité malsaine, insidieuse, qui rampait dans les replis de mon esprit. Et si le silence m'avait caché plus que des sons? Et si, derrière l'écran protecteur de mon handicap, des vérités se dissimulaient, des vérités que je n'aurais jamais pu affronter si je les avais entendues? L'idée, une idée noire et tentatrice, a commencé à germer. Je pourrais observer. Je pourrais écouter. Je pourrais, pour la première fois en une décennie, entendre les choses telles qu'elles sont, sans filtre, sans interprétation. Alors, j'ai fait le choix. Un choix lourd de conséquences, un choix que je savais profondément égoïste, mais qui me semblait, à ce moment-là, le seul chemin possible pour comprendre ce qui m'arrivait. Je n'allais rien dire. Je resterais le mari sourd, le père sourd. Mais mes oreilles, elles, seraient grandes ouvertes. J'ai commencé à m'entraîner. J'ai réappris à lire sur les lèvres, non plus pour comprendre, mais pour vérifier ce que j'entendais. J'ai appris à dissimuler le tressaillement de mon corps quand un bruit inattendu me surprenait. J'ai appris à feindre l'absence, le regard perdu dans le vide, alors que mes oreilles captaient chaque chuchotement, chaque éclat de rire, chaque murmure. C'était épuisant. Mon cerveau travaillait à plein régime, essayant de décoder ce nouveau langage sonore qui m'assaillait de toutes parts. Les mots étaient encore un peu flous, se mélangeaient parfois, mais les intonations, elles, étaient claires comme de l'eau de roche. Les silences pesaient, les rires résonnaient différemment, les soupirs racontaient des histoires entières. Le monde était devenu un spectacle sonore, et j'étais le seul membre du public à savoir que j'avais un billet. Je suis rentré chez moi, chaque soir, avec une boule au ventre, à la fois terrifié par ce que je pourrais entendre et irrésistiblement attiré par cette nouvelle forme de connaissance. Les conversations anodines autour de la table du dîner, les disputes de mes enfants dans leur chambre, les confidences de Sarah à ses amis au téléphone, tout était devenu une mine d'informations. Les murs, qui avaient longtemps été mes remparts, mes protecteurs silencieux, étaient devenus des amplificateurs, des témoins complices de ma supercherie. Chaque soir, après que Sarah et les enfants se soient couchés, je restais éveillé, l'esprit tourbillonnant, rejouant les scènes de la journée, analysant chaque son, chaque intonation, chaque mot capté au vol. C'était comme si un voile épais avait été levé, révélant des couleurs et des formes que je n'avais jamais soupçonnées, même dans mes rêves les plus fous. Mais parmi ces nouvelles perceptions, il y avait aussi des ombres. Des ombres qui dansaient, insidieuses, et qui commençaient à troubler la clarté retrouvée de mon monde. Ce malaise, il grandissait avec chaque jour qui passait. Il s'était niché dans les petites choses, les détails que mon ancienne vie de sourd m'avait forcé à ignorer ou à mal interpréter. Je me souviens d'un après-midi, quelques semaines après le retour de mon oui. J'étais assis dans le salon, un livre ouvert sur mes genoux, feignant d'en déchiffrer les pages alors que mes oreilles étaient tendues vers la cuisine. Sarah était là, parlant à une de ses amies au téléphone, je crois que c'était Chloé. Le ton de sa voix était léger, insouciant. Elle parlait de nos problèmes d'argent, ce sujet délicat qui pesait sur nous comme une chape de plomb. Mais elle en parlait avec une désinvolture qui m'a glacé le sang. Oh, tu sais, avec son handicap, c'est pas facile de joindre les deux bouts, avait-elle dit, et ce n'était pas tant les mots, que le soupir qui avait suivi, un soupir d'agacement, de fardeau. Ce n'était pas de la compassion, c'était de l'exaspération que j'entendais dans ce souffle ténu. Mon rôle de mari sourd, ma dépendance financière, était devenu une gêne, un poids. J'avais toujours pensé qu'elle était ma meilleure avocate, ma plus fervente supportrice. Cette révélation, aussi subtile soit-elle, était comme un petit grain de sable dans le mécanisme bien huilé de notre confiance. Puis il y a eu les conversations avec mes enfants. Ils étaient adorables, pleins de vie. Mais je commençais à percevoir des nuances dans leurs paroles, des mimiques vocales que je n'avais jamais vues sur leur visage. Mon fils aîné, Lucas, avait cette habitude de hausser la voix exagérément quand il me parlait, comme s'il s'adressait à un étranger qui ne comprenait rien. Il y avait une pointe de lassitude dans ce geste, une exaspération enfantine mais réelle que je n'avais jamais saisie. Ma fille, Léa, plus douce, plus patiente, gloussait parfois avec sa mère quand je faisais une erreur de compréhension que je feignais. Je voyais leurs lèvres bouger et leur rire réseau. Et mon cœur se serrait. Ils n'étaient pas malveillants, non, mais mon handicap était pour eux une source de petits désagréments, de petites moqueries innocentes peut-être, mais qui me blessaient plus profondément que je n'aurais pu l'imaginer. Qui aurait pu deviner que l'innocence enfantine pouvait piquer à ce point? Le plus difficile, c'était la solitude. Une solitude d'un genre nouveau. Avant, j'étais seul dans mon silence, mais connecté par les regards, les gestes,
l'amour que je pensais partager. Maintenant, j'étais seul au milieu de la cacophonie, seul avec mon secret, seul avec ces nouvelles voix qui me parvenaient, parfois empreintes de nuances que je n'aurais jamais voulu entendre. Je me sentais comme un espion dans ma propre maison, un étranger qui écoutait aux portes de sa propre vie. La paix de mon ancien monde silencieux me manquait. J'avais souvent rêvé d'entendre à nouveau, de pouvoir participer pleinement aux conversations, de rire aux blagues de mes amis sans avoir besoin de Sarah pour me les traduire. Mais ce retour à Louis n'était pas le miracle que j'avais imaginé. C'était un fardeau, une épée à double tranchant. Chaque son était une information, et chaque information était un poids, une nouvelle pièce dans un puzzle dont je commençais à craindre l'image finale. Mon esprit était un tambour résonnant de doute, et le silence, mon vieil ami, était devenu un traître, me montrant ce que j'avais perdu en ne l'ayant pas toujours écouté. Le monde avait retrouvé sa voix, mais la mienne était restée emprisonnée, scellée derrière le masque de ma surdité feinte. Chaque jour était une représentation, chaque interaction une scène où je jouais un rôle, celui de l'homme déconnecté des murmures et des clameurs. C'était épuisant, une mascarade perpétuelle qui rongeait mon âme, mais la soif de vérité, ce besoin viscéral de savoir ce qui se tramait dans les coulisses de ma propre existence, était plus forte que la fatigue, plus forte que la culpabilité qui me pinçait le cœur à l'idée de tromper ma famille. C'était comme vivre dans une maison de verre, où chaque éclat de rire, chaque soupir, chaque mot échangé traversait les parois transparentes, me parvenant clair et distinct, alors même que je devais faire semblant de ne percevoir que le silence. Comment survivre quand on voit les ombres danser sur les murs, annonçant des monstres, sans pouvoir les nommer? Je me fondais dans les recoins de notre quotidien, un fantôme audible, un spectre présent mais inexistant pour ceux qui m'entouraient. Le matin, je m'asseyais à la table du petit déjeuner, mes yeux fixés sur le journal comme un bouclier, tandis que Sarah, croyant à ma bulle de silence, parlait au téléphone, souvent avec une légèreté qui m'était devenue étrangère. J'entendais les mots s'envoler, des bribes de conversation sur des dépenses, des projets entre amis, des plaintes à peine voilées sur notre situation financière. Une fois, je l'ai entendu dire à une amie, avec un ton las, « Il faut que je me débrouille, tu sais, avec tout ça. » Tout ça, était moi, ma condition, ma présence, notre vie. Chaque fois, c'était un petit coup de couteau, pas assez profond pour tuer, mais suffisant pour entailler ma chair, laissant une nouvelle cicatrice invisible à l'œil nu. Mes observations de Sarah devinrent une étude minutieuse. Ses gestes, son regard, la façon dont elle croisait mes yeux sans y chercher plus que la confirmation de ma cécité auditive. Elle avait développé une facilité déconcertante à parler de moi à la troisième personne, même en ma présence, avec une sorte de pitié mêlée d'une pointe d'exaspération, quand elle pensait que j'étais incapable d'entendre. Il ne peut pas comprendre, bien sûr, disait-elle à ses amis au téléphone, sa voix devenant une lame fine et froide. Connais-tu ce sentiment où l'on te parle comme si tu n'étais qu'un meuble, une relique immobile et muette de ton ancienne vie? C'était ça, la nouvelle réalité de mon foyer. Ces conversations avec Marc, mon soi-disant meilleur ami, prenaient une toute autre dimension. Leurs éclats de rire communs, trop spontanés parfois, leurs regards furtifs qui se croisaient au-dessus de ma tête, comme deux conspirateurs partageant un secret inavouable. Avant, j'aurais pensé que c'était le signe d'une amitié solide, un réconfort pour Sarah face à mon handicap. Maintenant, chaque rire était une dissonance, chaque regard une flèche empoisonnée. Mes enfants, eux, naviguent dans ce nouveau paysage avec leur propre innocence blessée. Ils parlaient moins directement à moi, utilisant Sarah comme un intermédiaire. Je les entendais parfois se plaindre d'une voix chuchotante, « Papa ne comprend jamais rien, maman. » C'était la résonance des mots de Sarah, l'écho de sa propre lassitude qui se propageait. Un jour, j'ai surpris ma fille aînée, Léa, 12 ans, demander à sa mère avec une pointe d'amertume, « Quand est-ce que papa va guérir pour qu'on puisse refaire des excursions comme avant ?» Sarah avait répondu d'une voix douce, mais empreinte d'une tristesse jouée qui me révulsait, « Je ne sais pas, ma chérie. Les médecins ne sont pas très optimistes. » Dans mon silence simulé, mon cœur hurlait, non pas de douleur pour leur déception, mais de rage contre la manipulation, le mensonge qui gangrenait nos vies. Les signaux de négligence financière s'accumulaient, des pièces éparses d'un puzzle macabre que je n'aurais jamais voulu assembler. J'avais toujours été le pilier financier de la famille, celui qui gérait les comptes, qui veillait à la prudence. Avec ma surdité, Sarah avait pris les rênes, ou du moins, avait prétendu le faire. Un après-midi, alors que je dormais, sur le canapé, j'ai entendu Sarah au téléphone avec sa sœur. Elle se plaignait d'une nouvelle robe qu'elle avait dû acheter,
d'une soirée entre filles qui avait coûté une fortune. Et juste après, elle avait soupiré bruyamment, en plus, il faut payer la facture de l'électricité qui est arrivée et celle du chauffage, et le compte est presque à sec. Je ne sais pas comment on va faire. Elle avait dit ça avec une désinvolture qui m'avait glacé le sang. Notre compte, celui que nous avions bâti brique par brique, effort après effort, était saigné à blanc, non pas par nécessité, mais par pur caprice. J'ai ensuite trouvé une lettre de relance pour la carte de crédit, glissée sous une pile de magazines. Le solde était exorbitant, les dates de paiement dépassées. Comment avais-je pu être si aveugle à la déliquescence qui rongeait ma vie, même avant de perdre Louis? Le brouillard de la confiance m'avait aveuglé plus sûrement que n'importe quelle maladie. Le mépris, lui, était plus insidieux, une atmosphère lourde qui s'épaississait autour de moi. Les amis de Sarah, ceux-là même qui venaient si souvent, nous, rendre visite, avaient des manières de parler, des inflexions de voix, qui trahissaient un jugement sans appel. C'est si courageux de sa part de s'occuper de lui, avait dit une amie un soir, son regard plein d'une pitié condescendante dirigé vers Sarah, pas vers moi. Je sentais la charge de cette pitié, la fausse empathie, comme une couverture étouffante. Il la voyait comme une martyre, et moi comme le fardeau. Et Sarah, elle, buvait ses paroles comme un élixir, se drapant dans le rôle de la femme forte qui porte seule le poids d'un destin injuste. C'était une danse macabre, où chacun jouait son rôle, et moi, je devenais l'accessoire silencieux, le décor figé de leur pièce. La tension montait en moi, un tambour incessant battant contre les parois de ma poitrine. Chaque jour apportait son lot de petites révélations, de confirmations douloureuses. Le miroir de la vie se brisait en mille éclats autour de moi, et chacun reflétait une vérité que je n'aurais jamais voulu voir. La colère bouillait, une lave prête à déborder, mais je devais la contenir, l'enfermer derrière mes lèvres serrées, mon regard vide. Je faisais semblant de ne pas comprendre quand Sarah me montrait une facture avec une expression de désespoir, ou quand elle me parlait d'un problème bancaire en agitant les mains. Mon indifférence simulée était ma meilleure défense, ma meilleure arme. Elle les rassurait, les confortait dans l'idée que je n'étais qu'une ombre, un homme brisé et inoffensif. Et pendant ce temps, je collectais les données, les preuves silencieuses de leur trahison. Puis vint ce soir, ce dîner d'anniversaire pour ma sœur, une occasion censée être joyeuse, mais qui s'est transformée en l'arène de ma crucifixion. La maison de ma sœur était pleine de rires, d'odeurs de cuisine festive et de conversations animées. Je me tenais un peu à l'écart, comme d'habitude, un verre à la main, observant la scène, mon masque de sourd impassible collé au visage. Le brouhaha était intense, une symphonie de voix que mes oreilles, maintenant aiguisées, démêlaient sans effort. Sarah et Marc étaient près de la cheminée, un petit groupe de nos amis communs autour d'eux. Ils riaient, leurs têtes proches, leur voix légèrement plus forte que d'habitude à cause de l'alcool et de l'ambiance. Je les regardais, et pour un instant, une brève, folle seconde, j'ai souhaité que mes oreilles se referment à nouveau, que le silence revienne et me protège de ce que je savais allait venir. La conversation portait sur de vieilles histoires de jeunesse, des relations passées, des souvenirs grivois partagés entre amis. C'était le genre de discussion où les langues se délient, où les filtres tombent, et où les vérités cachées peuvent, par mégarde, surgir. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, un tambour fou dans ma cage thoracique. J'ai perçu l'instant exact où l'air est devenu lourd, électrisé. Marc a raconté une anecdote sur une ex-petite amie un peu trop entreprenante, et le groupe a ri bruyamment. Puis, Sarah, son visage rougi par le vin et l'excitation, a posé sa main sur le bras de Marc, un geste qui m'aurait semblé anodin auparavant, et a lancé sa voix. Exportée par le rire général, « Oh, tu sais, Marc est un vrai charmeur. Il fait toujours son effet. » Et puis, elle a ajouté, le ton moqueur, les yeux brillants, un sourire large et cruel étiré sur ses lèvres, se penchant vers lui comme pour partager un secret, mais en fait, à pleine voix pour que tout le monde entende sans se sentir visé directement. D'ailleurs, même Marc l'avait essayé, tu te rends compte? Elle a ri, un rire aigu et perçant qui a résonné dans mon crâne comme un coup de marteau. Le monde s'est figé. Les rires se sont éteints dans ma perception, remplacés par un bourdonnement assourdissant. La phrase, même Marc l'avait essayé, a tourné en boucle, une litanie infernale. Qui avait été essayé? Le pronom elle ne laissait aucune place au doute, surtout avec ce regard qu'elle a jeté à Marc, un regard lourd de sous-entendu, de complicité. Le sang s'est retiré de mon visage, laissant derrière lui une coquille vide, une statue de cire au milieu du tourbillon. Marc a eu un rire nerveux, un peu forcé, ses yeux évitant les miens. Un autre ami,
gêné, à tenter de changer de sujet, de détourner l'attention, mais c'était trop tard. Les mots avaient été prononcés, et ils avaient déchiré le voile, révélant la vérité nue, crue, impitoyable. C'était le son d'une vie entière qui s'écroulait, d'un temple qui se réduisait en poussière sous mes pieds. La blague, si elle en était une hache plantée au plus profond de mon être. Comment avais-je pu être si aveugle, si sourd, même avant de perdre l'ouïe? La question résonnait dans le vide sidéral de mon esprit. Était-ce une blague? Une terrible, cruelle blague qui avait pour seul but de me rabaisser, de me ridiculiser, de se moquer de ma condition et de ma crédulité? Ou était-ce la confirmation glaciale de mes pires cauchemars, une vérité murmurée à voix haute, à la faveur de l'alcool et de l'impunité que conférait mon handicap? Les images défilaient dans ma tête, comme un film accéléré. Tous ces regards, ces sourires, ces absences, ces appels mystérieux de Sarah. Toutes ces fois où Marc était passé dire bonjour quand j'étais censé être endormi ou occupé dans le jardin. C'était un torrent d'indices ignorés, de signaux mal interprétés, qui maintenant prenaient tout leur sens, un sens brutal et déchirant. Mon meilleur ami. Ma femme. Les deux personnes en qui j'avais placé ma confiance, mes espoirs, mon avenir. Ils s'étaient joués de moi, et ils se moquaient de leur propre forfait devant mon visage inerte. La douleur était physique, une morsure brûlante qui me coupait le souffle. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds, que l'air manquait, que le monde entier basculait. Mais je devais tenir bon, je devais maintenir ma façade, mon masque. Alors, j'ai souri. Un sourire vide, mécanique, comme celui que j'adressais à chaque blague que je ne pouvais entendre. J'ai hoché la tête, comme si j'appréciais la bonne humeur générale. Mais à l'intérieur, une tempête faisait rage, et au milieu de cette tempête, une résolution froide, dure comme l'acier, prenait forme. La curiosité insidieuse qui m'avait poussé à masquer ma guérison s'était transformée en une détermination implacable. Ce n'était plus une question de découvrir, c'était une question de justice. De vengeance. Le silence ne serait plus ma prison, il serait mon arme. Le rire de Sarah, cette mélodie autrefois enivrante, s'était transformé en une cloche funèbre, résonnant dans les profondeurs de mon crâne. Chaque vibration de son amusement, chaque intonation de sa voix qui portait cette blague macabre, perçait mon cœur comme des milliers d'aiguilles incandescentes. Que avais-je entendu, au juste? Que aurais-tu fait, toi, à ma place, quand le pilier de ton existence s'effondre avec la désinvolture d'une plaisanterie? Elle avait dit, avec un sourire moqueur et un clin d'œil à ses amis qui pouffaient, que même Marc, mon meilleur ami, l'avait essayé. Ces mots. Ils flottaient dans l'air épais de la cuisine, parmi les effluves de gâteaux d'anniversaire et de vins bon marché, tandis que mes propres enfants, insouciants, s'amusaient dans le salon, indifférents à l'ouragan qui venait de s'abattre sur leur père. Mon sourire, figé sur mes lèvres, était devenu un masque de cire, lourd et douloureux, dissimulant le vide abyssal qui s'ouvrait en moi. Le monde autour de moi, soudainement si bruyant et si clair, s'était remis à tourner, mais avec une dissonance insupportable. Les voix des invités, le tintement des verres, le froissement des vêtements, tout n'était plus qu'un charabia sans âme, une toile de fond à mon propre silence intérieur. C'était une trahison en 3 actes, celle de ma femme, celle de mon ami, et la pire de toutes, la trahison de ma propre confiance, de mon amour aveugle. Mon corps, malgré l'effondrement psychologique, obéissait à un automatisme terrifiant. J'ai hoché la tête à une question que je n'avais pas comprise, j'ai mimé une tentative de lecture lab. Yal face à un interlocuteur que mes yeux refusaient de fixer. Mon rôle, ce rôle que je m'étais si imprudemment attribué, était désormais ma prison et mon bouclier. Il me donnait le temps. Le temps de respirer, le temps de ne pas craquer, le temps de ne pas crier. Les jours qui ont suivi ce dîner d'anniversaire funeste furent un long calvaire de dissimulation. Chaque matin, le réveil était un rappel brutal de ma double vie. Je devais enfiler mon costume de sourd-domant, comme certains l'appelaient parfois avec une condescendance à peine voilée. Mes oreilles, pourtant, étaient des radars affûtés, captant les moindres nuances, les murmures à peine audibles. C'était une torture constante. Comment expliquer le contraste entre l'apparente normalité de ma vie quotidienne et le chaos volcanique qui déferlait en moi? Imaginez un volcan en éruption, brûlant, crachant des cendres et de la lave, mais dont la surface resterait parfaitement lisse et froide, comme une montagne paisible. C'était moi. À l'extérieur, le mari attentionné mais un peu perdu dans son silence, l'oreille toujours tendue, le regard cherchant l'approbation, la main tâtonnante. À l'intérieur, une forge ardente,
transformant la douleur brute en une détermination glaciale. Mon attention s'était aiguisée. Avant, je capturais des bribes, des impressions. Maintenant, chaque interaction de Sarah était scrutée, chaque appel téléphonique analysé, chaque absence inexpliquée marquée d'une croix rouge sur la carte mentale de ma suspicion. Marc, mon ami, le même homme qui venait partager mes peines et mes joies, dont la main avait serré la mienne si souvent, était devenu une ombre menaçante. Je le voyais parfois, lorsqu'il passait nous saluer ou pour prendre de mes nouvelles, et je devais jouer l'amnésique de ses propos récents, le sourd bienveillant. Ses regards furtifs vers Sarah, la façon dont leur rire s'entremêlait un peu trop facilement, leur silence complice qui résonnait désormais comme des aveux, tout cela était gravé dans ma mémoire sensorielle. Le premier pas de ma vengeance silencieuse fut la collecte de preuves. Ce n'était pas un acte de haine pure, non, c'était plus profond. C'était le besoin viscéral de rétablir une vérité, de comprendre l'ampleur de la duperie, et surtout, de me protéger, moi et mes enfants, de cette tromperie sournoise. J'ai commencé par des choses simples. Sarah était devenue de plus en plus négligente avec son téléphone, le laissant parfois sans surveillance, déverrouillé, à portée de main sur la table basse pendant qu'elle était sous la douche ou partie faire les courses. Mon cœur battait la chamade chaque fois que mes doigts effleuraient l'écran. C'était un acte de transgression, quelque chose que je n'aurais jamais fait auparavant. Mais le pacte de confiance était rompu, n'est-ce pas? Une fois que la digue cède, l'eau s'engouffre avec une force irrésistible. J'ai commencé par les messages. C'était un champ de mines. Chaque notification non lui était une grenade potentielle. J'ai découvert des échanges avec Marc, bien sûr. Au début, innocents en apparence, des conversations banales sur le travail, les enfants. Puis, les sous-entendus se sont faits plus audacieux. Des surnoms affectueux qui ne m'avaient jamais été attribués, des blagues privées, des rendez-vous, pour discuter, qui ne figuraient pas sur l'agenda de notre vie de couple. Je prenais des photos discrètes des conversations, stockant ces preuves dans un dossier crypté sur mon ordinateur, un refuge secret où la vérité pouvait respirer. La douleur de chaque découverte était vive, comme un coup de couteau répété, mais elle était aussi le carburant de ma résolution. Chaque cliché était un pas de plus vers la libération. Puis sont venues les finances. Les malversations dont j'avais déjà eu vent, ces dettes cachées, ces dépenses frivoles, prenaient maintenant un tout autre sens. Je me suis souvenu des conversations de Sarah avec ses amis, où elle se plaignait de notre situation précaire, tout en semblant ne jamais manquer de rien. Mon handicap, ma surdité, avait été une couverture parfaite pour ses dépenses. Qui aurait soupçonné un homme sourd de suivre les relevés bancaires avec minutie? J'ai discrètement récupéré les codes d'accès en ligne au compte bancaire, sous prétexte d'un besoin ponctuel, et j'ai plongé dans l'abîme de nos finances. Ce que j'ai trouvé était vertigineux. Des achats compulsifs, des virements vers des comptes que je ne connaissais pas, des cartes de crédit cachées, des sommes importantes envolées dans des voyages, entre copines, que j'avais crus innocents. Il y avait, par exemple, une série de transactions importantes vers un compte au nom d'une société de services que je n'avais jamais entendue, et qui s'avéra être une entreprise de conseil en investissement fantôme, juste un prête-nom pour dissimuler des transferts d'argent vers un compte personnel non déclaré, probablement le sien ou celui d'une tierce personne complice. La somme totale s'élevait à plusieurs dizaines de milliers d'euros, ponctionnés sur nos économies communes, celles que nous avions prévues pour l'avenir de nos enfants, pour notre retraite. Un jour, j'ai trouvé un relevé de carte de crédit prépayé, caché au fond d'un tiroir, avec des dépenses faramineuses dans des boutiques de luxe, des restaurants chics, des hôtels qui ne correspondaient pas à nos habitudes. Et le plus glaçant fut de découvrir des frais récurrents pour un appartement à quelques kilomètres de chez nous, un appartement que je n'avais jamais visité, dont je n'avais jamais entendu parler, et dont les loyers étaient réglés depuis un compte commun. Était-ce leur nid d'amour? La bile me montait à la gorge. Chaque découverte était une nouvelle couche de cendre sur les braises de mon cœur. Je photographiais tout, relevés bancaires, factures, relevés de cartes. Je créais des tableaux Excel, des chronologies détaillées, transformant mon chagrin en une machine à collecter des faits. C'était une tâche herculéenne, épuisante, mais essentielle. Je sentais que chaque preuve était une brique dans la construction de ma nouvelle vie, de la vie que je devais offrir à mes enfants, débarrassés de ce mensonge. La planification légale s'est faite avec la même discrétion chirurgicale. Impossible de consulter un avocat en personne sans éveiller les soupçons de Sarah. J'ai donc commencé par des recherches approfondies sur Internet. J'ai passé des nuits blanches à lire des forums, des articles de loi sur le divorce, la garde des enfants,
la répartition des biens dans les cas d'adultère et de malversation financière. J'ai appris le jargon juridique, les procédures, les délais. Je me suis senti comme un soldat préparant sa stratégie avant la bataille, étudiant le terrain, les forces et faiblesses de l'ennemi. J'ai ensuite utilisé une adresse email anonyme et un VPN pour contacter plusieurs cabinets d'avocats spécialisés dans les affaires familiales. J'ai exposé ma situation de manière hypothétique au début, puis, après quelques échanges prometteurs, j'ai fini par révéler ma surdité feinte. Le choc de mes interlocuteurs fut palpable, même à travers les écrans. Un avocat, plus humain que les autres, a accepté de me rencontrer en dehors des heures de bureau, dans un café éloigné, sous une fausse identité pour éviter toute trace visible. Cette rencontre fut surréaliste. Je parlais normalement, tandis que je voyais ses yeux s'écarquiller d'incrédulité et de fascination. Il m'a écouté raconter mon histoire, la douleur, la supercherie, la découverte de la trahison. Il m'a regardé comme si j'étais un personnage de roman, et a été le premier à valider ma stratégie, me disant que mes preuves étaient solides, que ma patience serait ma plus grande arme. Le combat interne, lui, était incessant. Il y avait des moments où la douleur était si forte que je voulais tout abandonner, me jeter à ses pieds, lui avouer, la supplier de me dire pourquoi. Connais-tu ce sentiment où l'amour et la haine s'entremêlent, vous déchirent de l'intérieur, faisant de votre cœur un champ de bataille dévasté? C'était ça. Je revoyais nos souvenirs heureux, les premiers rires de nos enfants, les moments de complicité, les promesses gravées dans le marbre de notre jeunesse. Et puis, la réalité crue revenait, comme une vague glaciale, emportant tout sur son passage. Je me sentais parfois comme un fantôme dans ma propre maison, un observateur silencieux de la destruction de ma vie. Je mangeais peu, dormais mal, mais mon corps tenait bon, animé par une force inconnue, la force de la justice, de la dignité retrouvée. Les enfants. Ils étaient ma boussole, ma raison d'être. Chaque décision, chaque action était filtrée à travers le prisme de leur bien-être. Comment leur expliquer l'inexplicable? Comment les protéger de la déchirure d'un foyer brisé, des mensonges de leur mère? Je savais que la confrontation serait inévitablement douloureuse pour eux, mais je savais aussi qu'une vie basée sur le mensonge et la tromperie serait encore plus destructrice à long terme. Je voulais qu'ils aient un père intègre, un père qui se bat pour la vérité, même si cette vérité était amère. Alors que les semaines s'étiraient, ma absurdité devenait une seconde nature. Je me surprenais parfois à anticiper les mouvements de lèvres de Sarah, à décoder ses pensées à travers ses expressions, même avant qu'elle ne parle. C'était une étrange symbiose entre mon sens retrouvé et l'ancienne habitude de la lecture labiale. Ma ruse m'offrait une perspective unique sur le monde, une lentille grossissante sur la nature humaine, ses faiblesses, ses duplicités. J'ai entendu d'autres choses. Des appels où Sarah parlait de moi avec ses amis, me décrivant comme un fardeau, une croix à porter, un homme qui ne comprendrait de toute façon pas ses désirs et ses besoins. J'ai même surpris une conversation entre elle et sa mère, où cette dernière lui conseillait, non pas de me quitter, mais de profiter de la situation autant que mon handicap me rendait inoffensif. Chaque mot, chaque rire, chaque sous-entendu, était un clou supplémentaire planté dans le cercueil de notre mariage. Je me suis procuré un petit enregistreur vocal, discret, que j'ai caché dans des endroits stratégiques de la maison, activant l'enregistrement à distance via une application. Les premières écoutes furent insoutenables. J'entendais ma femme et Marc parler de moi avec dérision, de nos soirées en famille comme des corvées. J'entendais leurs plans pour l'avenir, des plans qui m'excluaient totalement. Le plus dur fut d'entendre Sarah exprimer son soulagement de ne plus avoir à faire semblant, son agacement face à mes tentatives de communication, sa lassitude de devoir s'occuper de moi. C'était le cœur du cyclone, l'œil de la tempête. Mais ces enregistrements étaient des preuves irréfutables, des armes redoutables dans l'arsenal que je construisais méticuleusement. Ma détermination était devenue une armure froide, incassable. Je marchais, j'agissais, je souriais, tout en étant un observateur silencieux, un espion dans ma propre vie. Le paradoxe de ma situation était d'une cruauté sans nom. J'avais retrouvé l'ouïe pour entendre la destruction de tout ce que j'avais chéri. Mais cette ouïe, cette capacité de percevoir la vérité, était aussi ma seule voie vers la liberté. La vengeance n'était pas un plat qui se mange froid pour moi, mais une libération progressive, une reconstruction patiente et méthodique de ma dignité. Les pièces du puzzle s'assemblaient lentement, chaque fragment de conversation, chaque document financier, chaque preuve accumulée, formant le tableau macabre de leur trahison. Le silence n'était plus mon handicap, il était devenu mon meilleur allié, l'instrument de ma justice à venir.
Et la pensée de mes enfants, de leur avenir lumineux loin de ce mensonge, était le soleil qui perçait les nuages sombres de ma douleur, me guidant vers l'éclat bruyant de la vérité. Il y a des silences qui résonnent plus fort que n'importe quel cri, et j'avais appris à vivre dans le mien. Mais ce soir-là, le silence serait brisé, non pas par le son retrouvé de ma propre voix, mais par l'écho fracassant de toutes les vérités que j'avais emmagasinées. Le moment était venu, je l'avais senti au plus profond de mes entrailles, cette certitude froide et inéluctable qui glace le sang et donne en même temps une force surhumaine. J'avais choisi Noël, non pas par perversité, mais parce que c'était le moment où toutes les familles se réunissent, où l'hypocrisie de la façade sociale est la plus éclatante, où la chaleur artificielle des festivités cache souvent les fissures les plus profondes. Notre salon était illuminé par les guirlandes scintillantes, le sapin dressait sa silhouette majestueuse, et l'odeur du pain d'épices flottait dans l'air, un parfum doux qui, d'ordinaire, aurait évoqué la paix et le bonheur. Ce soir, il ne ferait que masquer l'odeur âcre de la trahison. J'observais les visages autour de la table, des visages que je connaissais depuis des années, certains aimés, d'autres familiers, tous ignorants de l'ouragan qui s'apprêtait à déferler. Il y avait nos enfants, qui riaient bruyamment, des étoiles dans les yeux, inconscients de l'abîme qui allait s'ouvrir sous leurs petits pieds. Et puis il y avait Sarah, radieuse, si charmante dans sa robe de soirée, avec ce sourire si souvent faussement doux qu'elle m'avait tant de fois offert, et qui maintenant me paraissait être le masque le plus monstrueux qui soit. Marc, mon meilleur ami, était assis à côté d'elle, un verre de vin à la main, son regard se posant sur elle avec cette familiarité décontractée qui, jadis, m'aurait semblé anodine, mais qui maintenant me brûlait la rétine comme un fer rouge. J'étais le spectateur privilégié d'une pièce dont j'étais le personnage principal, et cette prise de conscience, cette distanciation, me donnait une force étrange, une sorte d'anesthésie émotionnelle face à la douleur qui allait forcément éclater. Pendant que Sarah et Marc échangeaient un regard complice sur une blague que je n'étais pas censé entendre, je sentais une montée d'adrénaline, une clarté mentale terrifiante. C'était comme si mon corps, pendant tout ce temps, avait été un récipient pour cette vérité amère, et que maintenant, il était sur le point de déborder. La conversation tournait autour des vacances passées, des projets futurs, et de la difficulté de trouver des cadeaux originaux cette année. Les voix montaient et descendaient comme une vague, et je pouvais entendre chaque intonation, chaque hésitation, chaque mensonge voilé qui s'était tissé dans le tissu de nos vies. C'était un concerto cacophonique de faux-semblants. Que aurais-tu fait à ma place? Aurais-tu pu supporter cette comédie, jour après jour, sachant que tu étais la cible silencieuse de toutes leurs moqueries, de toutes leurs indifférences? J'avais attendu le dessert, le moment où l'atmosphère se détend, où les langues se délient un peu plus avec l'alcool et la bonne chair. Sarah était en train de raconter une anecdote amusante sur nos enfants, un récit où mon rôle, bien sûr, était celui du père distrait et un peu encombrant, de l'homme handicapé qui ne comprenait pas tout. Elle riait, un rire cristallin qui résonnait dans la pièce, et ses yeux pétillaient. Mon fils, le plus jeune, avait alors fait tomber sa cuillère sur le sol carrelé avec un bruit sec qui, auparavant, n'aurait été qu'une vibration indistincte. Je l'entendis distinctement, le son métallique aigu, et je vis Sarah lever les yeux au ciel avec un soupir exaspéré, puis se pencher vers Marc pour murmurer quelque chose, un geste si habituel que personne n'y prêtait attention. Mais cette fois, je l'entendis. Vraiment, il ne voit rien, n'entend rien, c'est comme vivre avec un meuble, parfois je me demande comment je fais pour supporter ça, dit-elle, avec une pointe de dérision, son regard glissant vers moi, un éclair de supériorité dans ses yeux. Ce fut la goutte d'eau. La coupe était pleine, et elle débordait, non pas en un torrent furieux, mais en une nappe d'huile froide, irrémédiable. J'ai posé ma serviette à côté de mon assiette, un geste lent, délibéré, qui a coupé net les rires et les conversations. Tous les regards se sont tournés vers moi, interrogateurs, un peu agacés. J'ai pris une profonde inspiration, et j'ai dit, d'une voix calme, posée, qui n'avait pas résonné dans une pièce depuis 10 ans, « Tu sais, Sarah, je t'entends très bien. » Le silence qui a suivi fut d'une densité insoutenable. Il a écrasé la pièce, éteint les guirlandes, figé les sourires. Sarah, dont le visage était encore illuminé par son rire, a vu son expression se figer, ses yeux s'écarquiller, la couleur quitter ses joues. Marc a laissé tomber son verre, et le son du cristal brisé sur le carrelage n'a fait qu'accentuer le drame, un crépitement sec qui a claqué comme un coup de fusil. Les enfants, percevant la tension, ont cessé de rire, leurs petites bouches entr'ouvertes, leur regard allant de leur mère à moi, puis à Marc. C'était comme si le temps s'était arrêté, suspendu à un fil ténu, prêt à se briser. J'ai vu la peur, la pure terreur, s'installer dans les yeux de Sarah.
Ce n'était plus mon épouse aimante, mais une femme prise au piège, le masque tombait, révélant la laideur en dessous. Elle a balbutié, mais c'est impossible, tu n'entends pas. J'ai secoué la tête, un petit sourire triste flottant sur mes lèvres. Non, Sarah. J'entends. J'entends depuis des mois. J'entends tout. Chacun de tes murmures, chacune de tes plaintes, chacune de tes blagues ignobles à mon sujet. Et j'ai même entendu celle-ci, la dernière en date, n'est-ce pas? Celle où tu te demandais comment tu faisais pour vivre avec moi, ce meuble? Mon regard a glissé vers Marc, dont le visage était devenu livide. Il essayait de se lever, de s'enfuir, mais ses jambes semblaient l'avoir trahi. Et toi, Marc, ai-je continué, ma voix toujours calme, mais avec une dureté que je ne lui connaissais pas, toi, mon meilleur ami. Tu ne dis rien? Pas un mot pour défendre mon honneur, ou le tien? Ou peut-être que tu as trop peur de ce que j'ai pu entendre d'autres, n'est-ce pas? La tension montait à chaque mot, palpable, presque suffocante. Les membres de nos familles, d'abord stupéfaits, commençaient à échanger des regards, des murmures inquiets. C'était un public malgré lui, témoin d'une exécution. Je n'ai pas laissé le temps à la confusion de s'installer pleinement. J'ai sorti de ma poche intérieure mon téléphone, ce petit rectangle noir qui était devenu ma boîte de Pandore. Les yeux de Sarah se sont braqués sur l'écran, et j'ai vu la reconnaissance, et l'horreur, y passer. J'ai fait défiler les photos, des captures d'écran de conversation, des messages échangés avec Marc, des mots doux, des rendez-vous secrets, des « je t'aime » qui n'étaient pas pour moi. Chaque image affichée était une gifle silencieuse, une preuve irréfutable de leur trahison. Les exclamations d'horreur ont commencé à monter de la part de ma belle famille, de la mienne. Ce sont des mensonges. Des montages, a crié Sarah, d'une voix brisée, essayant de se jeter sur le téléphone pour le saisir, le détruire. Mais j'ai reculé, gardant l'appareil hors de sa portée, et j'ai continué ma macabre exposition. Des montages, dis-tu? Et ceux-là, ce sont des montages aussi? J'ai affiché ensuite les relevés bancaires, les virements importants vers des comptes inconnus, les dépenses exorbitantes pour des objets de luxe dont je n'avais jamais vu la couleur, les preuves de l'argent du compte commun dilapidé. Les dettes que tu as contractées en mon nom, les économies que tu as vidées, la confiance que tu as piétinée, tout ça aussi, c'est un montage. J'ai posé les documents financiers sur la table, les étalant un par un, comme des cartes à jouer qui révélaient un jeu truqué. Les montants, les dates. Tout était là, noir sur blanc, incontestable. Le visage de Sarah était maintenant ruisselant de larmes, des larmes de panique et de rage plutôt que de remords. Marc, lui, était silencieux, les yeux fixés sur le sol, sa trahison gravée sur son visage défait. Il ressemblait à un enfant pris la main dans le sac, mais les enjeux étaient bien plus grands que quelques bonbons volés. C'était la destruction d'une vie. Le silence est revenu, mais cette fois, il était lourd de jugement, de choc, de la honte de tous ceux qui partageaient cette table. Mes enfants, en revanche, étaient confus. Ils ne comprenaient pas tout, mais ils sentaient l'énorme fissure qui s'ouvrait sous leurs pieds. Mon fils aîné, d'une voix hésitante, a demandé « Papa, maman, qu'est-ce qui se passe ?» Cette question innocente, si pleine d'une angoisse enfantine, a été comme un poignard dans mon cœur. C'était pour eux que je faisais ça, mais c'était aussi eux qui allaient en souffrir le plus. Je les ai regardés, et mon visage s'est adouci un instant. Rien que vous ne puissiez pas comprendre un jour, mon grand, ai-je répondu, ma voix tremblante d'une émotion nouvelle, mais une chose est sûre, votre papa ne vous mentira jamais. C'est à ce moment-là que j'ai sorti l'enveloppe blanche, celle que j'avais préparée avec mon avocat. Elle n'avait rien de menaçant en apparence, mais son contenu était une sentence. Et puisque nous en sommes aux révélations, ai-je dit, ma voix retrouvant son ton ferme, voici la dernière. Les papiers de divorce. Ils sont déjà signés de ma part, et tout est arrangé pour la garde des enfants, pour leurs écoles, pour leur avenir. Ce mariage est terminé, Sarah. Tout ce qui s'est passé ici, tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai découvert, c'est la fin de nous. J'ai déposé l'enveloppe devant elle, au milieu de la table, à côté des miettes de dessert et des documents compromettants. C'était la dernière pièce du puzzle, le point final d'un chapitre douloureux. Sarah a poussé un cri, un hurlement rauque de bête blessée, et s'est effondrée sur sa chaise, le visage enfoui dans ses mains, secoué de sanglots qui étaient sans doute un mélange de honte, de rage et de désespoir. Marc, enfin, a trouvé la force de se lever. Je suis désolé, a-t-il murmuré, sa voix à peine audible, avant de s'enfuir de la pièce,
laissant derrière lui le verre brisé et les miettes de son amitié. La salle était plongée dans un chaos silencieux. Les parents de Sarah étaient horrifiés, les miens choqués. Personne ne savait quoi dire, quoi faire. Les émotions brutes remplissaient l'air comme un gaz toxique. J'étais là, debout au milieu de la pièce, une sorte de statue impassible, mais à l'intérieur, c'était un champ de ruines. La colère était là, bien sûr, la rage glaciale qui m'avait porté pendant des mois, mais aussi une tristesse immense, un vide. C'était la fin de tout ce que j'avais connu, de tout ce que j'avais cru être. Le silence qui avait été mon refuge était maintenant brisé par les répercussions de ma propre vérité, et le son de cette vérité était assourdissant. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon gris et froid. Sarah a hurlé, supplié, menacé, puis s'est murée dans une colère glaciale. La maison est devenue un champ de bataille émotionnelle, chaque pièce imprégnée de l'amertume et du chagrin. J'ai géré les aspects logistiques avec une efficacité presque clinique, comme un chirurgien qui ampute sans émotion pour sauver le reste du corps. Les avocats ont pris le relais, les documents ont été signés. Marc a disparu de la circulation, ses appels sans réponse, ses messages ignorés. C'était une solitude à deux tranchants, celle que je connaissais déjà, et une nouvelle, plus profonde encore, qui me laissait avec mes pensées et mes souvenirs, sans le voile protecteur de la surdité. Les enfants ont été les plus affectés, comme on peut s'y attendre. Ils ne comprenaient pas pourquoi leur mère pleurait tant, pourquoi leur père était si grave, pourquoi Marc ne venait plus jouer avec eux. J'ai essayé de leur expliquer, avec des mots simples, que les adultes aussi faisaient des erreurs, que parfois l'amour s'effilochait, mais que, il resterait toujours mon univers, ma raison de me battre. C'était déchirant de voir leur confusion, leur petite enfance brisée par la laideur des choix adultes. Chaque soir, je les serrais fort contre moi, sentant leur petit corps trembler, et je me promettais de réparer ce que j'avais pu briser, même si je savais que certaines choses ne se réparaient jamais. J'ai déménagé dans un petit appartement en ville. Le contraste avec la maison familiale était frappant. Moins de lumière, moins d'espace, mais un silence différent, un silence que j'avais choisi, pas celui qui m'avait été imposé. Le début a été difficile. Chaque bruit me rappelait le chaos de la confrontation, le cri de Sarah, le bruit du verre brisé. Louis était là, mais la joie qu'elle aurait dû apporter était masquée par le poids de tout ce que j'avais découvert grâce à elle. Je me suis retrouvé seul face à mes réflexions, à mes doutes. Connais-tu ce sentiment où l'on obtient ce que l'on veut, la vérité, la liberté, mais où l'on réalise que le prix à payer est démesuré? La confiance, cette cathédrale fragile que l'on bâtit brique par brique au fil des années, des gestes, des mots, j'avais vu la mienne s'effondrer en un instant, balayée par une rafale de mensonges et de trahisons. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que la vérité est une brûlure nécessaire? J'avais cherché la vérité, et je l'avais trouvée, nue et cruelle. Elle m'avait libéré, oui, de l'illusion, du mensonge qui étouffait ma vie, mais elle m'avait aussi laissé avec les cicatrices profondes de ce qu'elle avait détruit. Je me suis souvent demandé si j'aurais préféré rester dans l'ignorance bienheureuse de ma surdité, si le silence ne valait pas mieux que cette cacophonie de douleur. Mais le choix n'était plus là. Une fois que la lumière est faite sur les ombres, on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus prétendre ne pas voir, ne pas entendre. Mes peurs initiales, celles de bouleverser la routine, de déranger la dynamique familiale, elles s'étaient avérées fondées, mais pas de la manière que j'avais imaginée. Ce n'était pas ma guérison qui avait tout changé, mais la vérité que cette guérison m'avait permis de démasquer. J'ai repensé aux petites décisions, aux signaux d'alerte ignorés, à cette lassitude dans les yeux de Sarah, à ses regards glissés entre elle et Marc. Le tapis sous lequel on balaie les petites poussières du quotidien finit toujours par former une montagne qui vous écrase quand vous y prêtez enfin attention. Je crois que mon handicap, paradoxalement, m'avait donné une vision plus aiguë des âmes, une perception des non-dits, des silences éloquents, que les entendants ne perçoivent pas. Et quand j'ai retrouvé Louis, mes autres sens étaient déjà affûtés pour décrypter ce qui se tramait dans l'ombre. Aujourd'hui, ma vie se reconstruit, lentement, morceau par morceau. Le silence de mon appartement n'est plus celui de l'isolement, mais celui de la paix retrouvée, de la réflexion. Je me concentre sur mes enfants, sur la création d'un environnement stable et aimant pour eux. Je dois leur montrer que même si les adultes font des erreurs, l'amour et la vérité finissent toujours par l'emporter, même si le chemin est douloureux. J'ai retrouvé un travail qui me passionne, j'ai recommencé à peindre, une passion que j'avais longtemps délaissée. La solitude est encore là, parfois, elle frappe à ma porte comme une vieille amie, mais je ne suis plus prisonnier de ses murs.
J'apprends à vivre avec, à la transformer en un espace de croissance plutôt que de regret. Cette histoire, la mienne, aurait pu arriver n'importe où, à n'importe qui. Il suffit d'un instant, d'une décision, d'un mensonge, pour que tout bascule, pour que le château de cartes de nos vies s'effondre. Elle n'est pas unique, elle est le reflet de ce qui peut se passer quand la communication s'éteint, quand les peurs et les doutes prennent le pas sur l'honnêteté, quand l'argent et les désirs égoïstes corrompent les liens les plus sacrés. Prenez garde à ce que vous dites, à ce que vous murmurez, car vous ne savez jamais qui pourrait vous entendre, même dans le silence le plus profond. Et surtout, prenez soin de la confiance, car c'est la chose la plus précieuse et la plus fragile que nous possédions. Si mon histoire a résonné en vous, si elle a touché une corde sensible, ou si elle vous a fait réfléchir à vos propres relations, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Partagez vos pensées, vos propres expériences, car nous sommes tous connectés par ces histoires, par ces moments de vérité et de trahison qui façonnent nos vies. Et si vous voulez continuer à explorer des récits comme le mien, des histoires humaines, crues et réelles, alors abonnez-vous à ma chaîne. Merci d'avoir écouté mon silence, puis ma voix.